Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Depuis hier, donc, Bobby Fischer est champion du monde d'échecs. Il a battu le Russe Spassky par 12,5 contre 8,5, 7 victoires contre 2 et 11 parties nulles. Et tous les clichés nés de l'opposition de ces deux hommes de part et d'autre de l'échiquier de marbre en Islande ressortent. Le loup solitaire de Brooklyn, l'enfant capricieux des jeux du roi, le James Bond des 64 cases a abattu l'idole soviétique, a foudroyé l'élégant Spassky. L'un sera accueilli en triomphateur à New York et l'on s'inquiète, avec une sollicitude souvent feinte, de ce que deviendra en Union soviétique le champion déchu. Ce champion, vous le voyez arriver ici pour sa dernière partie, la 21e. En réalité, la victoire de Fischer apporte une révolution attendue dans la technique du jeu. L'Américain vient de mettre un terme à la domination de l'école russe. Les Soviétiques, vous voyez maintenant le déroulement, l'ouverture de cette 21e et dernière partie. Les Soviétiques sont des joueurs solides, des experts qui ne prennent pas de risques. Ils avancent sur l'échiquier un petit peu comme des rouleaux compresseurs. En défense, ils se barricadent dans de véritables forteresses. Bobby Fischer, lui, attaque rapidement par des coups inattendus, jamais joués, qui surprennent l'adversaire. L'autre qualité des Russes, c'est le calme, des nerfs à toute épreuve. Cette fois-ci, les nerfs de Spassky ont craqué. Il est vrai que Fischer s'y est employé dès le départ, en ne venant pas, par exemple, pour la deuxième partie où il a été battu par forfait, et puis avec son fameux fauteuil que vous ne voyez pas ici, sur cet échiquier, bien sûr. Le grand plaisir de Spassky, et peut-être sa grande force, est de voir se désagréger devant lui, comme il l'a dit, la personnalité de son adversaire. Nous sommes actuellement au milieu de cette partie que peuvent suivre les amateurs d'échecs. Après 17 coups, le côté de la reine de Fischer s'ouvre et avec la disparition des reines et des cavaliers, Spassky renforce sa défense. Et là, son fou qui attaque l'aile roi. La partie sera bientôt ajournée et Spassky, le champion soviétique, ne reviendra pas. Il restera dans sa chambre à la reprise, au grand désappointement des spectateurs qui n'auront pas vu Spassky. Certains étaient arrivés du Canada, d'Afrique du Sud pour voir ces dernières parties. Ils n'ont même pas vu Spassky qui s'est barricadé dans sa chambre et qui a abandonné par téléphone. En France, M. Marcellin, ministre de l'Intérieur, a décidé de mettre en place un office chargé de réprimer la prostitution à la suite du scandale de Lyon où des policiers sont compromis. Un inspecteur général de l'administration, M. Jacques Saunier, est d'ailleurs envoyé à Lyon pour entendre les 205 officiers de police de la ville. Cette affaire de Lyon pose en effet le problème général de la prostitution en France. Pour les habitants des grandes villes, la prostitution, souvent, n'est pas un spectacle inattendu. Et l'affaire de Lyon ne serait ainsi qu'une sorte de dérapage d'une situation générale. Pour faire le point, nous avons fait appel à M. Gévaudan, sous-directeur de la police judiciaire. Monsieur Gévaudan, Monsieur Marcellin, ministre de l'Intérieur, a donc créé un office central de répression du proxénétisme, de la prostitution, à la suite de cette affaire de Lyon. Tout au moins, semble-t-il, on le relance. Mais cette affaire, ce scandale, disons, du proxénétisme à Lyon, de la prostitution à Lyon, n'est-elle pas un phénomène un petit peu plus général en France? Il faut d'abord que je rectifie le début de votre propos, en ce sens que M. Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, n'a pas créé un office central pour la répression du trafic des êtres humains, mais il a simplement donné de nouveaux moyens matériels et en personnel à cet office central qui existe depuis 1958 au même titre que l'Office central pour la répression du trafic des stupéfiants et que l'Office central pour la répression du faux monnayage. Mais chaque chose étant en son temps, il est bien évident que tous les volets de la criminalité sont couverts par la direction centrale de la police judiciaire et devant la poussée de la criminalité depuis 4 ou 5 ans, il a bien fallu serrer les problèmes et parer au plus pressé.
C'est la raison pour laquelle M. Marcellin s'est d'abord occupé de créer des brigades communément appelées anti-gang, pour le banditisme en général. Ensuite, depuis 1968-69, il a renforcé considérablement, avec les résultats d'ailleurs que tout le monde connaît, l'Office central pour le trafic illicite des stupéfiants. Et depuis le mois de février de cette année, et croyez-moi, faites-moi la grâce de me croire, je suis témoin dans cette affaire, M. Marcellin et nous-mêmes, à la direction centrale de la police judiciaire, nous mettons au point un plan de réactivation de l'Office central pour la répression, de la répression du trafic des êtres humains, dans le sens de la reconversion de cet organisme sur le plan opérationnel et en liaison étroite avec les autres offices centraux qui s'occupent de la répression du banditisme, car tout est lié dans cette affaire-là. Oui. Mais cette affaire de Lyon, puisque c'était ça l'actualité, considérez-vous cela un petit peu comme un dérapage, alors tout à fait isolé, une affaire qui n'a pas de répercussion plus générale sur tout le territoire français? Il faut bien dire que l'affaire de Lyon fait les gros titres des journaux à cause de la compromission d'un policier dans cette affaire. Je ne pense pas Au moins, semble-t-il. Il semble qu'il y en ait plusieurs, non? On ne sait pas. Actuellement, un policier est inculpé. Je ne veux pas préjuger de ce qui va se passer par la suite. En fait, actuellement, je ne parle que de ce que je sais et des seules choses que vous savez d'ailleurs vous-même. Un policier a été inculpé. Je ne pense pas que dans la fermeture des 700 ou 800 hôtels qui sont fermés durant chaque année à peu près, soit complètement, soit d'une façon partielle, les journaux fassent de si gros titres, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un voit des hôtels ouverts, on en conclut que tous les hôtels restent ouverts et que les yeux des policiers restent fermés. Oui. C'est un peu, lorsque vous voyez une voiture en stationnement interdit, évidemment, on peut mettre un policier devant chaque hôtel. Mais il y a, je vous le répète, à peu près 700 à 800 hôtels qui sont fermés tous les ans par les services locaux, les services urbains, n'est-ce pas? Soit par mesure judiciaire, soit par mesure administrative, et ce qui fait à peu près quand même 2 par jour. En ce qui concerne la police judiciaire et l'office central qui vient d'être réactivé depuis hier, enfin depuis le mois de février, et dont on a parlé depuis hier dans un communiqué, eh bien cet office central est surtout chargé du grand proxénétisme, c'est-à-dire des malfaiteurs professionnels que sont les proxénètes. Oui. Vous parlez de la fermeture d'hôtels qui servent pour la prostitution, mais justement il y a des quartiers dans les villes qui sont bien connus, des hôtels qui sont bien connus et qui apparemment fonctionnent très normalement, enfin sans ennui. Apparemment. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous passez dans ce quartier, je suppose que vous n'y passez pas tous les jours, vous voyez un hôtel ouvert, mais peut-être si vous y repassiez le lendemain, le verriez-vous fermé. Oui, parce qu'en matière de prostitution, je crois qu'il y a deux attitudes. Ou bien on pense que c'est un mal inévitable et qu'il faut le contrôler, ou bien on pense que c'est un mal qu'il faut supprimer. Quelle est votre doctrine? Et moi, je veux bien que vous me donniez la formule pour supprimer la prostitution, n'est-ce pas, qui n'est pas interdite en France. Il n'y a en France que des délits de racolage, actifs ou passifs. C'est-à-dire que la prostitution est réprimée en France quand elle trouble l'ordre public, et c'est tout. Sinon, ce n'est pas un délit. Le proxénétisme est un délit. Et c'est la raison pour laquelle la direction centrale de la police judiciaire s'occupe des proxénètes et des grands proxénètes en général. Sous évidemment le contrôle des parquets et des magistrats instructeurs, dont nous sommes les auxiliaires. Très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, samedi, c'est à nouveau un jour de départ en vacances pour les vacanciers de septembre et de retour pour ceux du mois d'août. Mais la circulation sur les routes reste fluide, selon l'expression consacrée. C'est que départ et retour ont été très étalés. Les automobilistes, en rentrant dans la capitale, devront respecter encore plus les limitations de vitesse, respecter le code, respecter les feux rouges, bien sûr. Des caméras pièges ont en effet été installées pour filmer les infractions au code, tout en prenant le numéro de la voiture. Week-end aussi pour la politique. Notons que M. Jean-Pierre Chevènement, que vous voyez derrière moi, secrétaire national du Parti socialiste, un des adjoints, des bras droits de M. François Mitterrand, devra choisir entre la politique et l'administration. Il vient en effet d'être nommé membre de la représentation permanente de la France à l'ONU. M. Chevènement estime qu'il est victime d'un abus de pouvoir. À en juger par les sourires du président Nixon et de M. Tanaka, le Premier ministre japonais, et à en croire les termes du communiqué officiel publié après 2 jours de conversation à Hawaï, la rencontre nippo-américaine est un succès pour tout le monde. En vérité, il est plus exact de dire que l'entretien du Pacifique marque un tournant très important des relations entre le Japon et les États-Unis. Avec un peu de retard, puisque chacun est maintenant en train de rentrer chez soi, voici l'arrivée de la première rencontre du
l'arrivée de M. Tanaka et la première rencontre avec le président Nixon et le nouveau Premier ministre japonais. M. Tanaka incarne une nouvelle génération de dirigeants japonais, beaucoup plus jeunes, beaucoup moins traditionnalistes et conservateurs, et paradoxalement, puisqu'ils ont été formés à l'école américaine, beaucoup plus indépendants à l'égard des États-Unis. Le parallélisme est frappant avec l'Allemagne, qui est devenue un géant économique et était considéré naguère encore comme un nain politique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le Japon, qui vend infiniment plus aux États-Unis qu'ils ne lui achètent, a accepté de faire un effort pour alléger la pression qui pèse sur le dollar. M. Tanaka s'est engagé à faire pour 1 milliard de dollars de commandes aux États-Unis. Mais sur le plan politique, le Premier ministre japonais marque son indépendance. Il ira à Pékin à la fin du mois, avec la ferme intention de rétablir au plus tôt les relations diplomatiques, fût-ce au prix d'une rupture avec Formose. Nous espérons, vient-il de dire, que les États-Unis se montreront compréhensifs si nous sommes obligés de rompre avec le régime de Chiang Kai-shek. Washington serait d'autant plus porté à l'indulgence qu'après tout, c'est M. Nixon lui-même qui a montré la voie en allant le premier à Pékin. Fin de la première partie des négociations entre les deux Corées, négociations menées par la Croix-Rouge coréenne en vue de la réunion des familles séparées depuis 19 ans par la division entre le Nord et le Sud, suite des discussions le 13 septembre. Mais les contacts entre Corée du Nord et Corée du Sud ont des objectifs beaucoup plus ambitieux que ces préoccupations humanitaires. De l'aveu même des autorités de Pyongyang, l'objectif, c'est la réunification finale du pays par des moyens pacifiques. L'URSS souffre cette année, vous le savez, d'une très mauvaise récolte de céréales, au point qu'elle a décidé d'acheter de grandes quantités de blé aux États-Unis, et aussi une certaine quantité en France. Mais un espoir existe pourtant pour la production de céréales soviétiques. Dans les ex-terres vierges de la Sibérie et en général à l'est de l'Oural, la récolte s'annonce en effet magnifique. Les autorités soviétiques font un énorme effort pour y envoyer rapidement des dizaines de machines nécessaires à la moisson. À Montréal, au Canada, le bilan des victimes de l'attentat contre un dancing s'élève actuellement à 42 morts et 60 blessés, dont certains dans un état très grave. L'attentat a été commis par 3 hommes qui ont été arrêtés. Ils ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur du dancing. L'incendie a provoqué une panique parmi les clients qui étaient très nombreux à cette heure de la nuit. Certains se sont jetés par les fenêtres, d'autres se sont piétinés devant les portes. On ne connaît pas encore les raisons précises de cet attentat. Il semble que les 3 hommes aient voulu se venger pour avoir tout simplement été expulsés de la salle. Venons-en maintenant aux Jeux Olympiques. Alain Billouin, nous commençons, je crois, par l'escrime avec de mauvaises nouvelles pour les Français. Oui, il faut dire qu'on attendait beaucoup de nos fleurettistes, car ils avaient été champions olympiques à Mexico, et nos fleurettistes ce matin disputaient les demi-finales. Ils rencontraient l'URSS, et la nouvelle vient de nous parvenir à l'instant même, et nous ne connaissons même pas le score. L'URSS a battu la France. Dans l'autre demi-finale, la Pologne a battu la Hongrie 8-7, donc cet après-midi, finale Pologne-URSS. Mais pour la 3e place, quand même une chance de médaille, les Français rencontreront les Hongrois et on espère qu'ils seront meilleurs que ce matin. Et puis aussi, en revanche, 3 qualifications, fleuret individuel féminin. Marie-Chantal Demaille, Catherine Serretti et Brigitte Dumont-Gapet se sont qualifiées pour le tour suivant. Donc peut-être que nos fleurettistes féminines auront plus de chance que les garçons. Et en gymnastique, on a fait la découverte d'un Japonais extraordinaire. Oui, les épreuves de gymnastique se sont achevées hier soir sur un nouveau triomphe des Japonais, mais on a remarqué également d'excellents soviétiques, Andrianov et Klimenko. Mais c'est surtout le champion olympique Sawao Kato qui devait accomplir la plus brillante prestation barre parallèle. Le voici, Kato, il a 26 ans, il est professeur d'éducation physique, c'est le gymnaste parfait, 1,64 m pour 60 kg. Il a réussi l'un des plus formidables retours qui soit pour ces Jeux olympiques, car Sawao Kato, le japonais, déjà couronné à Mexico, dans le concours général, s'était rompu le tendon d'Achille lors des finales par spécialité au Mexique. Il refaisait totalement surface il y a 2 mois lors des sélections japonaises pour les Jeux de Munich, et vous le constaterez vous-même, M. Kato, dans ses œuvres, est devenu un maître incomparable.
Et en aviron, il y avait ce matin 7 finales, je crois. Oui, un programme très chargé ce matin en aviron. Dès 8 heures ce matin, et d'ailleurs, il y avait près de 45 000 personnes sur les bords du bassin olympique. 7 finales olympiques. Et ici, au départ, nous allons le voir, le 4 barré qui allait mettre face à face les équipages de la République fédérale allemande et de la RDA. De haut en bas, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne fédérale à surveiller, ligne numéro 5, l'URSS, la Tchécoslovaquie, les États-Unis et la RDA au premier plan, la RDA avec un équipage extrêmement jeune, 22 ans de moyenne d'âge. Le 4 barré ouest-allemand pourtant va s'imposer royalement, près d'une longueur, alors qu'après 1000 mètres de course, ils étaient encore bord à bord avec la RDA. L'équipage ouest-allemand était le plus puissant, 393 kg. Il était composé de Peter Berger, Hans-Johann Ferber, Gerhard Hoover, Alois Berl. 6 minutes, 31 secondes, 85 centièmes pour les Allemands de l'Est. En athlétisme, on va voir les Français à l'œuvre. Jean-Pierre Villain a réussi à se qualifier pour la finale. Oui, Jean-Paul Villain, un jeune athlète français qui a donné hier à Munich une belle leçon de courage et de vaillance dans sa série du 3000 mètres steeple. Jean-Paul Villain, un Normand de Dieppe, il était champion d'Europe à Helsinki l'année dernière. Et il y a 3 mois, les médecins lui donnaient pratiquement aucune chance d'aller aux Jeux Olympiques. Il était victime d'une hépatite virale. Eh bien, non seulement Jean-Paul Villain est allé à Munich, mais il a offert, comme ici, l'image réconfortante d'un Français qui se bat. Il était en tête de sa série lors du premier tour, afin de mieux contrôler la course et d'imposer son rythme. Le voici Jean-Paul Villain qui passe en tête au franchissement de la rivière. Et on le retrouvera encore aux avant-postes dans les 300 derniers mètres ici, alors que le Finlandais Päivärinta attaque et Jean-Paul Villain subtilement s'est placé derrière lui. J'irai à Munich et pas pour y faire de la figuration, disait Jean-Paul Villain il y a 3 mois, au plus fort de sa maladie. Alors regardez comme cet étonnant petit bonhomme, capable de toutes les audaces, Mexico l'avait déjà prouvé, va se ménager une belle qualification pour la finale. Päivärinta s'était lancé vers la première place, Villain à la lutte va assurer la 3e place derrière le soviétique Bitte, devant le tchécoslovaque Orsic et le suédois Gardero. Villain, il faut le signaler, a aussi réussi sa meilleure performance de la saison, 8 minutes, 30 secondes et 4 dixièmes. Et en natation, les Français sont encore en course. Pousseau, oui, comment ça se passe? Avant de passer à la natation, si vous le voulez Oui. bien, l'athlétisme encore, pour signaler qu'il y aura aujourd'hui 3 finales importantes, et notamment le saut à la perche qui vient tout juste de commencer. Le saut à la perche dont le favori sera l'Américain Bob Sigren, et 2 Français dans cette finale, Tracanelli et Dancos. Et puis à suivre également la finale du 800 mètres cet après-midi, avec un grand favori, le soviétique Arzanov, qui rapportera peut-être la 2e médaille d'or aux soviétiques, car vous savez, hier Borsov a gagné le 100 mètres. Arzanov sera opposé surtout à Votol, l'américain, Fromm, l'allemand de l'Est, et les 2 Kenyans. On peut attendre une belle course des Kenyans, Uko et Boyd. Et puis dans le 400 mètres haies, eh bien David Emery, l'anglais, essaiera de remporter sa 2e médaille d'or, déjà champion olympique à Mexico, David Emery. Il rencontrera l'américain Mann et l'ougandais Akibua. Et puis des nouvelles de natation, enfin. Ce matin, il y avait de nombreuses séries avec des Français. Michel Rousseau disputait les séries du 100 mètres nage libre. Il s'est qualifié, Michel Rousseau. Il a réussi 52 secondes 93 centièmes, mais il n'était pas très content ce matin, Michel Rousseau. Il espère faire bien mieux cet après-midi. Il est assez inquiet, je crois. Il se cloître un peu dans sa chambre entre oui, l'entraînement. C'est dans son tempérament. Et puis l'Australien Venden devait réaliser le meilleur temps dans les séries du 100 mètres nage libre, 52 secondes 34 centièmes, alors que Spitz, lui, ne réalisait que le 3e temps, 52 secondes 46 centièmes. Le Français Vigne et l'autre Français Hermite, dans ces séries du 100 mètres, sont éliminés. Aux 200 mètres d'eau, Jean-Paul Bergeau, lui, s'est qualifié pour la finale, donc une belle performance de Bergeau. Il a réalisé le 8e temps, 2 minutes 9 secondes 93 centièmes. C'est un nouveau record de France. Et aux 200 mètres brasse, encore un record de France avec Roger-Philippe Menu, 2 minutes 30 secondes et 5 centièmes, mais lui, malheureusement, il est éliminé. Je crois qu'on peut parler aussi un petit peu de football, puisque ce soir, la France rencontre la Grèce à Athènes.
Oui, pour l'équipe de France, c'est surtout un match de préparation en vue du tour préliminaire de la Coupe du Monde le 13 octobre où les Français rencontreront les Soviétiques. Georges Boulogne, le sélectionneur, a donc décidé de faire quelques essais au cours de ce match qui se disputera ce soir en nocturne. Marius Trésor passera à l'arrière gauche. Le Stéphanois Larquet, lui, jouera inter-gauche auprès de son camarade de club de Saint-Étienne, Beretta. Et puis Broissard, Loubet et Molitor entreront en jeu en cours de match. Il faut signaler que la dernière rencontre entre les Français et les Grecs s'était déroulée en 1958, et à cette époque, l'équipe de France était remarquable, elle avait été 3e de la Coupe du Monde en Suède, et les Français au Parc des Princes l'avaient emporté 7-1, mais il ne faut pas attendre un score aussi favorable pour nous ce soir, car depuis, les Grecs ont progressé, et les Français un peu moins. Vous n'avez peut-être pas encore décidé de votre week-end. Monsieur Borgnone, grand propriétaire terrien, a décidé de mettre à la disposition du public et des amateurs de safari photo un terrain de 400 hectares près de Saint-Fargeau, à 170 km de Paris. En relation avec la Société des parcs naturels Saint-Hubert, il a regroupé dans ce parc un grand nombre d'animaux sauvages représentatifs aussi de la faune européenne, et ils y circulent en liberté. Bien entendu, les fusils de chasse sont interdits. Alors, mon bon désiré, monsieur Pierre, vous allez bien? Vous avez passé cette promenade? Bien, j'en ai vu pas mal, et vous aussi? J'ai vu 4 fiches, j'ai visité de mer. Bon, tout allait bien, vous avez fait le grand tour par l'extérieur? C'était grand tour. Merci beaucoup. Qu'ouvrez-vous, mon bon désiré? Oh, je n'ai rien d'un grand de ce monde. Je suis un modeste comme bien d'autres et j'ai simplement un très grand amour des animaux, de la forêt, de la nature, comme tous ceux qui vivent à la campagne ou qui ont des attaches campagnardes peuvent avoir. Le hasard a voulu, les circonstances ont permis que j'aie ces attaches campagnardes. Elles sont tombées sur un terrain favorable, admettons, où elles se sont développées, où elles ont permis à ce goût de se développer d'une façon que je qualifie quelquefois d'excessive, que ma femme qualifie d'excessive, et mes enfants peut-être aussi, en attendant de le partager quand ils seront grands. Je ne veux pas d'animaux exotiques, africains, je veux que des animaux de nos régions, de nos climats, recréer la nature comme elle était dans sa pureté originelle. Et d'autre part, je veux des animaux qui soient parfaitement libres. Il faut qu'ils soient totalement libres de leur mouvement et les visiteurs ne sont pas prisonniers non plus. Je pense que sans détruire l'équilibre biologique, on peut arriver à une densité d'animaux pouvant aller jusqu'à un animal par hectare, peut-être même un tout petit peu plus. Cela permettrait, sur les 400 hectares de la réserve, d'avoir 400 ou peut-être même 500 animaux. Pour le moment, Boutissin me coûte, mais je vous assure que c'est vraiment sans aucune arrière-pensée, sans aucun regret, que j'accepte les sacrifices qu'il m'impose et que j'accepte de courir les risques que je cours.
les hommes sont quand même conscients de leurs besoins et toute société paye ce dont elle a besoin et accepte les servitudes de ses besoins. Alors nous, notre civilisation de béton, d'ordinateurs et de macadam a besoin d'un retour à la nature. Les gens qui viennent à Boutissin en sont conscients. Et j'ai remarqué que les visiteurs à Boutissin sont respectueux de la nature. J'ai remarqué qu'il n'y a jamais de papier gras qui traîne, il n'y a jamais de gens qui courent en criant, de gamins qui font les fous. J'irais presque jusqu'à dire que les gens parlent à voix basse quand ils se promènent à Boutissin. Et ça me fait beaucoup de plaisir parce que j'ai cherché à faire de Boutissin un sanctuaire de la nature. Et ce qui caractérise un sanctuaire, c'est qu'on y parle à voix basse. C'est aujourd'hui la sainte Ingrid. Ingrid, établie en Suède au XIIIe siècle à un couvent de sœurs, avec l'aide des premiers missionnaires dominicains. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui vous présentera Télésoir. Bon après-midi.